Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Je sais que vous choisissez systématiquement cette chaîne pour regarder l'émission qui vous intéresse et surtout vous nous avertissez que vous serez devant les écrans. Donc nous sommes là, nous sommes au rendez-vous avec mes chroniqueurs préparés. C'est comme les coqs de combat, on les prépare. Ils n'ont pas d'éperon, mais ils ont dit l'ambiofilé. Bien, on va commencer par Claude. Bonsoir, Claude. Bonsoir à tous les amis, bonsoir Francette, et à tous nos nombreux téléspectateurs. Enfin, je n'osais pas le dire, Claude a 55 000 followers pour cette émission. Christian, bienvenue, le retour. Bonsoir, le retour, je suis là en permanence, mais c'est pas tous les jours, juste ça. Il est là en permanence, une fois par mois. Très bien. Enfin, si les hommes politiques pouvaient faire pareil, ce serait pas mal. Francette. Bienvenue. Merci. Bonsoir Eddy, bonsoir à la Martinique et puis à tous ceux que j'aime. Profitez-en pour dire bonsoir à tous les territoires qui nous regardent, dans lesquels vous allez régulièrement. Absolument. La Guadeloupe, les Guadeloupe. Et nous avons notre ami Emmanuel. Oui, bonsoir Eddy, bonsoir à vous tous et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent ce soir. Très bien. Alors ce soir, on voudrait commencer cette émission et de la vie de l'ensemble des chroniqueurs et de la rédaction de la TV, c'est parfaitement normal. On voudrait commencer cette émission par rendre un hommage à notre ami, parce que c'était notre ami, M. Tavernier. Samuel Tavernier était le maire du François et il est décédé dans des conditions particulièrement dramatiques pour nous. On voudrait bien évidemment lui rendre hommage, mais aussi adresser nos condoléances à l'ensemble des membres de sa famille et dire notre affection à la population franciscaine et à tous ceux qui étaient les amis de Samuel Tavernier. Un petit mot rapidement, Claude. Oui, les amis, les collaborateurs et puis également les amis du Rotary Club de François. Alors c'était un homme, oui, que j'ai connu grâce aux amis du Rotary de François, très engagé, quelqu'un de très ouvert à tous les milieux, quelles que soient les origines, et également qui avait le souci des deniers publics. Je rappelle qu'il avait été donc directeur administratif et financier de l'Espace Sud, et donc il était... De Rivière-Salée. De Rivière-Salée, pardon. De la ville de Rivière-Salée. De la ville, pardon, de Rivière-Salée. Mais à l'Espace Sud, il avait en charge différents dossiers, et donc soucieux également du développement économique, globalement de la Martinique, du Sud et de sa commune, et c'était quelqu'un très ouvert aussi au milieu économique. Voilà. Et c'est une grande perte, vraiment, vraiment. Merci. Un petit mot, Emmanuel. Oui, enfin, moi j'ai le souvenir de quelqu'un d'abord de très gentil. D'ailleurs, ça se voyait sur son visage. Il souriait, il avait un regard qui était très avenant. Moi, et donc, il vous mettait toujours tout de suite en confiance. C'était quelqu'un d'équilibre. Et vraiment, son départ brutal nous a tous choqués. Moi, j'ai le souvenir de lui assez récent où il était venu inaugurer le salon de la littérature qu'on avait créé au mois d'août. Et il était venu spontanément, très généreusement, pour serrer toutes les mains, passer un moment avec nous. C'est quelqu'un, franchement, ce départ, je crois, nous a tous vraiment choqués. Très bien. Christian ? Écoutez, moi, je n'ai pas eu la chance de le connaître personnellement, mais je suis à demi franciscain, ma famille en tout cas, mon père. Et donc ça m'a amené à suivre un peu plus attentivement ce qui se passait sur le François. Donc je trouvais de loin, enfin, ou en écoutant, lisant ce qu'il faisait, ou en écoutant ce qu'il disait, que c'était un homme qui me paraissait courtois, bosseur, d'après ce que j'ai compris, et aussi pas sectaire. Pas sectaire, je suis dans ma chapelle, les autres sont des cons, etc. Et travailleur, et ça me plaît, quoi. Et donc, j'adresse vraiment toutes mes condoléances sincères à sa famille et à son entourage. Francette, un petit mot. Juste condoléances à la famille. C'est pas quelqu'un que j'ai croisé souvent, vu que je suis pas dans terre franciscaine, mais c'est vrai d'apprendre que quelqu'un part comme ça lors de vœux aux salariés. Enfin, c'est choquant, quoi. Et c'est extrêmement rare. On a fait une remontée historique, ça n'arrive quasiment jamais. Donc vraiment, condoléances sincères à tous ceux qui l'appréciaient, qui l'aiment et qui doivent continuer sans lui et continuer, d'après ce que j'entends. Son œuvre. Si c'était de redresser les comptes, il y a du boulot.
il faut continuer. En tout cas, merci de votre contribution. À nouveau, condoléances à la famille et aux amis. Et nous continuons. Il faut que le show must go on, comme on dit. Hélas. Alors, l'actualité est extrêmement chargée. On va commencer par quelque chose qui semble répandre une polémique avant même que les lois ou les réglementations soient prises. C'est la panique la plus totale. Il s'agit de restreindre l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, je rappelle qu'il y a un pays où c'est déjà le cas et c'est la panique la plus totale, c'est l'Australie. Mais il y a bien d'autres pays qui envisagent de refuser l'accès aux moins de 15 ans aux réseaux sociaux. On a vu ce que ça peut créer. Sujet. C'est un geste devenu automatique pour une majorité de jeunes, consulter ces réseaux sociaux. Je consulte Insta, TikTok, Snap et WhatsApp. Une pratique addictive effectuée à tout moment de la journée et même la nuit, parfois pendant plusieurs heures. Je pense entre 4 à 5 heures pendant la semaine et le week-end peut-être un peu plus. Qu'on s'ennuie ou même qu'on veut... Oui, je pense que c'est ça, c'est le divertissement au final qu'on cherche. Franchement, ça me prend beaucoup de temps. Je pense qu'à cause de ça, je suis un peu procrastinateur. Ce sentiment de procrastination n'est pas qu'une impression. Selon le rapport de l'ANS, l'Agence française de sécurité sanitaire, les réseaux sociaux mettent à mal la santé mentale des jeunes, en particulier celle des filles. Troubles du sommeil, de l'attention, de l'alimentation, comportements à risque ou dépression, entre autres. Si les plateformes ne sont pas la cause unique des difficultés rencontrées par les adolescents, leur impact n'est pas à négliger. Il y a déjà cette étude de l'ANSES qui dit qu'un jeune sur 4 est en dépression. On remarque aussi que sur le développement cognitif, le fait d'être exposé aux écrans trop tôt va ralentir le développement cognitif, donc le développement intellectuel. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux en termes d'harcèlement, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et puis, on a des plateformes qui sont accusées d'avoir des contenus qui peuvent être soit sexistes, soit racistes, ou voire pire, finalement inviter nos jeunes à des pensées suicidaires ou autres. Et les politiques s'emparent du sujet, notamment à travers des propositions de loi destinées à restreindre l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, d'une forme de couvre-feu pour les 15-18 ans et pour une vérification d'âge strict. Des textes qui se heurtent au règlement des services numériques du droit européen, qui ne permet pas aux États membres d'imposer de nouvelles obligations aux plateformes et aux contraintes techniques de telles mesures. Il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de vie privée. Une des façons que les plateformes ont de vérifier l'âge d'un jeune, c'est le selfie, donc selfie image ou selfie vidéo. Et donc, quelque part, on est en train de dire que les plateformes vont collecter des photos et des vidéos. Il y a un autre enjeu aussi, c'est le contournement, potentiellement que les jeunes vont mentir sur leur âge. Et puis, il y a aussi l'enjeu de définition de ce qu'est vraiment un réseau social. Comment protéger les jeunes sans les isoler des plateformes devenues incontournables en 2026 ? Difficile d'y répondre par des moyens législatifs. La solution viendrait peut-être de l'éducation à la consommation des réseaux sociaux, cela au cœur même des familles. Alors, il est clair qu'on n'est qu'au début de cette affaire et bien évidemment, ça va secouer les familles, ça va secouer les établissements, ça va secouer tout le monde puisque il est difficile de pouvoir vivre aujourd'hui dans cette société hyper, comment on pourrait dire ça, branchée, sans les réseaux sociaux, à commencer par les choses extrêmement simples, juste les réseaux sociaux de messagerie, par exemple. Alors, Christian, vous qui êtes un geek, dites-nous ce que vous pensez de ça, parce que vous avez des jeunes dans votre environnement. Oui, tout le monde. Et, enfin, tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de jeunes dans leur environnement. Cet accès limité aux réseaux sociaux, est-ce que c'est crédible ? Parce qu'en Australie, on s'aperçoit qu'en réalité, les jeunes détournent ça allègrement. Et les réseaux sociaux attaquent le gouvernement. En plus. En plus, Meta attaqué, etc., etc. Vous en pensez quoi de la faisabilité de ce projet ? Je pense que c'est un problème compliqué. Compliqué, c'est évident, parce qu'il est très tard. Il fallait se poser le problème bien en amont. Quoi. Ouais. C'est pas quand l'eau est déjà en train de bouillir qu'on se demande ce qu'on en fait. Quoi. On sait avant ce qu'on va faire.
Et ça va tellement vite. Donc là, ça va vite, avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui double de capacité tous les 6 mois, c'est invraisemblable. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, Ouais, on ça est bien n'existait d'accord. pas, Hein. Voilà, donc ça me paraît tard, c'est ce que je voulais dire maintenant. Et puis ça me paraît tard parce qu'on a laissé des mastodontes, les plateformes, les grosses boîtes, là, prendre le pouvoir, en fait, dans le monde sur ces questions-là. Et puis aujourd'hui, les États, affolés par un certain nombre de conséquences qui sont claires, hein, se disent, mais qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, quoi. Alors, il faut bien prendre conscience de ça, les conséquences. Il y a des conséquences cognitives, parce que toutes les études montrent qu'il y a des problèmes sur le sommeil, des problèmes sur le stress, des problèmes d'angoisse. Donc, tout ça contribue pour les jeunes à empêcher une évolution favorable de leur constitution du cerveau, de la constitution du cerveau, finalement, et le développement harmonieux de leur système de pensée. Il y a des phénomènes d'addiction. Ensuite, hein, on est pris dedans, comme on est pris avec une drogue, quelle qu'elle soit. Il y a des conséquences en termes de... Puisqu'on ne bouge pas, d'isolement social, hein, et donc après on rentre dans un engrenage qui fait que c'est compliqué de s'en sortir, parce qu'on n'a plus les mêmes relations que quelqu'un qui fait du sport avec ses copains, qui fait de la musique, qui fait des promenades, et tout. Et puis, si on s'isole, il y a également... alors c'est des études, hein, que je ne fais que résumer ça, qui montrent que comme on ne bouge pas, on a tendance à grossir et devenir obèse, quoi. Et donc les conséquences en termes d'obésité... Il y a une corrélation. Il y a une corrélation systématique. Obésité, hypertension artérielle, avec tout ce que ça entraîne derrière, c'est terrible. Donc il faut approcher et puis essayer de résoudre le problème, trouver des solutions. Alors comment? Donc interdire, ça me paraît pas possible, quoi, aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut accompagner le phénomène que représente cette histoire de téléphone, d'intelligence artificielle, d'ordinateur, en fait, de révolution numérique. Il faut l'accompagner en essayant de tenir le problème par plusieurs bouts et en y allant progressivement, hein. Donc moi, je suis pour la prévention, de toute façon, pour la responsabilisation des familles, avec l'éducation, l'aide aux familles, la législation draconienne par rapport aux plateformes, aux grosses sociétés sur lesquelles il faut taper parce qu'elles ont à faire la police chez elles. On ne peut pas dire « vous éditez Mein Kampf », mais vous n'êtes pas responsable. Non, vous êtes responsable quand vous éditez des choses qui sont illégales et monstrueuses. Mais moi, j'aurais plutôt fait une chose qui soit pratiquement possible. Et comment j'aurais vraiment, si j'étais tête de gouvernement, comment j'aurais essayé de faire avec ce que je viens de dire, hein, sur l'éducation, la formation, les parents, j'aurais dit non, les gamins jusqu'à 10 ans, c'est interdiction. À 10 ans, c'est téléphone. Sans smartphone, téléphone, parce qu'il y a des questions de sécurité. Ouais. Je suis en retard, maman, papa, je téléphone. 10 ans, 3 ans après, le gamin est quand même relativement mûr, on peut très bien passer à une étape supérieure, qui est le téléphone et accès à Internet pour le travail, recherche, etc. Et tout. Ouais. On peut très bien techniquement permettre accès à Internet, mais pas aux réseaux sociaux. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a des gouvernements qui bloquent l'accès aux réseaux sociaux. Bien sûr. Le gouvernement français a interdit l'accès à TikTok pendant les émeutes de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est possible. Et les criminels la Chine qui a créé TikTok. En Iran. Les criminels d'Iran viennent de couper la chose. Et après, c'est open. Après, à 15 ans, non, mais à 15 ans, quoi. Ouais. Mais entre-temps, il y a l'éducation. Entre-temps, il y a eu l'éducation, entre-temps, il y a eu la politique, entre-temps, il y a une prise de conscience. Donc, en clair, il faut qu'on s'empare du problème. Ah oui. Française. Déjà, je rejoins ce processus. Quand même, hein. Oui, c'est-à-dire que moi, de partir du problème en disant c'est impossible, non, c'est possible. Parce qu'on voit bien qu'il y a des pays la Chine, vend TikTok à l'extérieur, mais sa population n'a pas accès à ça. Oui, parce que l'usage de TikTok en Chine, ça pourrait remettre en cause le régime. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je considère qu'à un moment, la jeunesse est en danger. Donc, il faut arriver à légiférer de manière stricte sur ça. Alors, ça veut dire quoi, légiférer de manière stricte? Comme interdit, attendez, en fait. L'alcool, on a bien légiféré sur ça. Ouais, d'accord? On s'est un peu loupé. Parce oui, non, mais attends, ce qui veut dire que si, par exemple, tu donnes de l'alcool à un enfant à 3 ans, tu sais que tu as un problème, quoi. Oui. Moi, je considère que c'est un danger. Quand on maîtrise la chose, c'est un outil qui peut avoir son utilité. Mais quand on voit des enfants qui, dès l'âge, qui commencent à gazouiller, ou même avant, pour justement qu'ils ne
Qui n'embêtent j'aime pas la pas maman. trop les adultes, on leur met ça en main et qu'on les voit scroller. Quand on regarde ceux qui scrollent, mais c'est invraisemblable. C'est toute la bêtise de l'humanité, Ah quoi. bah, c'est clair. Un gosse de 4 ans avec TikTok. Et donc, c'est pour ça que moi, je serais d'accord de dire, comme vient de dire mon cher Christian, jusqu'à 10 ans, c'est non. C'est non, voilà. Et puis après, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas des choses éducatives dans la main des enfants, etc. bien sûr. Mais non, on ne le sensibilise pas à l'informatique et ça. Mais ça, non, c'est un poison. Et en fait, c'est comme si... quand on regarde en plus les plateformes, comme tu l'as dit, Eddy, également, qui se déchargent, hein. Ah non, c'est pas moi, c'est lui, on est contre tuyau. Non, mon gars. Ouais. Et c'est pour ça que je suis d'accord que la législation doit devenir plus sévère. Parce qu'on a laissé faire, parce que, bon, voilà, on dirait c'était fun, etc. Non, il n'est pas fun. C'est comme on pensait que la cocaïne était fun, et puis là, on découvre que c'est pas fun. Ouais. Donc voilà, quoi. Il y a des choses qui sont nocives, il faut savoir les nommer. Et puis légiférer, voilà. Et puis contrôler. En sachant que ces fameuses plateformes sont des sources de revenus énormes, fiscaux pour les États. Il faut quand même le rappeler. Hein. Oui, non, absolument. On est d'accord. Mon ami Emmanuel, est-ce que la solution, ce ne serait pas carrément d'interdire le portable aux moins de 15 ans? Parce qu'on sait très bien que ça ne passe que par le portable, enfin essentiellement par les portables. Il y a des pays qui disent, bon, écoutez, l'accès aux plateformes, c'est bien gentil, on n'a qu'à supprimer le portable. Et d'ailleurs, l'intention du gouvernement français, enfin du président de la République, c'est d'interdire, vous avez vu, le portable au collège, interdiction définitive. Est-ce que ce ne serait pas ça la solution? Moi, je pense que c'est l'addition de tout ça. Parce que malgré tout, quand on interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on peut faire pression sur les plateformes. Oui. Parce que c'est à elles de trouver des solutions techniques pour que les moins de 15 ans n'aient pas accès à leur plateforme. Donc ça oblige quand même, ça donne un levier de contrainte sur les plateformes. Donc c'est important de tenir cette réglementation-là, je pense. On peut rajouter en effet l'interdiction des portables, notamment dans les écoles. Moi, je pense que le principe des casiers où tous les écoliers doivent déposer leur portable avant d'entrer en cours, ça c'est quelque chose qui devrait être systématique. Moi, généralisé. Ça existe déjà dans certains lycées en Martinique. Absolument. Mais pour moi, il faut généraliser ça. Il faut enlever de nos têtes l'idée que c'est une bonne idée que d'avoir un téléphone portable en cours. Ça n'a pas de sens. Et puis j'aurais rajouté une troisième interdiction. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais ça fait longtemps que j'évoque ce sujet-là. C'est l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et là, ce sont les adultes qui ouvrent des comptes et qui s'expriment sous couvert d'anonymat. Je trouve que là, ça accélère le hating, les prises de parole haineuses, où on parle de manière débridée de son voisin. Donc voilà, pour moi, les trois axes. Puis le harcèlement. Et moi, je soutiens à 200% ce projet de loi. Je trouve qu'il est nécessaire, il est important, parce qu'aujourd'hui, confier un téléphone connecté à un gamin de 11 ans, c'est comme le faire traverser la rocade, les yeux bandés à l'heure de pointe. C'est extrêmement... Enfin, maintenant, c'est documenté. C'est criminel. C'est criminel. Christian a très bien décrit les effets de tout ça, c'est documenté. Donc voilà, maintenant, il faut agir et je suis assez d'accord sur les positions qui ont été exprimées jusqu'à maintenant. Très bien. Claude, alors vous êtes une fanatique des réseaux sociaux. Non, je plaisante, Claude. Je plaisante. Mais est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une vaste hypocrisie? Parce que j'ai regardé les premières réactions. Les gens qui sont le plus opposés à l'interdiction de l'accès des réseaux sociaux aux enfants, c'est les parents. Enfin, les parents. Oui, les parents. Oui, oui. Ça a l'air de vous choquer. Non. Enfin, les écoles, par exemple, dans les écoles, les associations de parents d'élèves disent que c'est cette histoire d'interdire le portable, déjà. Là, sur l'accès aux réseaux sociaux, les parents sont vent debout. Il y a plusieurs associations de parents qui ont dit non, la liberté. Alors, le mot, c'est liberté. Non, c'est parce qu'il y a une très grosse confusion, et on le voit. Il y a une confusion entre l'usage
les usages possibles des téléphones, confusion avec l'accès aux réseaux sociaux. Donc, quand les parents qui raisonnent comme ça, ils disent « moi, je ne veux pas qu'on supprime le portable à mon enfant parce que j'ai besoin de savoir où il est, etc. » Donc, il y a une confusion par rapport à tout ça. D'abord, je crois qu'il faudrait une pédagogie, il faudrait des écoles de parents sur le numérique. Parce qu'on parle de tout ça, et en réalité, les parents qui sont dans le numérique, qui sont dans toutes ces technologies, etc., eux sont les plus coercitifs. Absolument. Et Ils eux empêchent disent, leurs connaissent le enfants. danger. ils connaissent le danger, ainsi que certains médecins. Allons apprendre un truc aux parents ce soir. Bien sûr. Par Non, exemple, si, allons moi, je voudrais juste- leur apprendre un truc Non, très moi, je concret. voudrais- Attendez, oui, Claude, pardon. Tous les attendez. grands patrons, là. Imaginons Parce que que vous j'avais- êtes là avec vos enfants et vous parlez pizza pendant, allez, 20 minutes. Oui. Et puis, 10 minutes plus tard, vous avez une pub Oui. pour la pizza qui apparaît sur votre téléphone. C'est pas miraculeux. Par exemple. En Mais clair, ils nous écoutent, entre guillemets, Oui. ils nous écoutent. il y a Bien un sûr. petit peu de ça, mais ce que je voudrais, les parents, on va prendre un exemple, pas beaucoup de parents, pas suffisamment. Par exemple, s'ils allaient sur TikTok, Ouais. ils comprendraient comment ça fonctionne. Mais dites-nous. Par exemple, vous regardez une recette. Ouais. Moi, je regarde les recettes de coulant au chocolat, gâteau au chocolat. Ben, j'ai 36 000 recettes qui m'arrivent, etc. Ça veut dire qu'un enfant, un jeune, peu importe, il tape ou il regarde une scène de violence, parce qu'elle vous arrive sur votre téléphone, Ouais. eh bien, il est inondé de scènes de violence. Tout simplement parce qu'il a déjà été il en a répertorié comme amateur de exactement. violence. Il a regardé une fois, Mais il oui. suffit d'une fois. Donc, voir des choses encore plus sensibles, les armes, Oui, tout à etc. Donc, ça, c'est très grave. Et je crois que si les parents, au moins, s'ils avaient la curiosité, tous, de regarder ce qui se passe, ils comprendraient pourquoi il y a une volonté du gouvernement, Il y a danger, il des y a gouvernements danger. et qu'il y a un danger. Allons Et donc- être explicite parce que Oui. j'ai des geeks à la régie qui me disent, et dis-leur que c'est un algorithme qui Oui. va envoyer Bah, les faut- scènes. faut En fait, c'est déjà- un ordinateur. Oui, c'est un ordinateur. avec une intelligence artificielle. Faudrait déjà donner la définition Oui, d'un algorithme. mais- C'est-à-dire ils vont comprendre. qu'ils vont comprendre, c'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, pour les parents, pour nos téléspectateurs, c'est une notion informatique qui fait qu'on voit sur chaque téléphone, chaque personne, chaque appareil, il s'agit d'appareils en fait, on voit qu'il y a eu un point, une demande sur une touche sur tel ou tel thème, eh bien, vous allez être inondé. Voilà. Et ça, c'est très grave. Donc, c'est vraiment, il faudrait cette pédagogie. Et tous les parents qui s'y mettent et qui regardent finalement ce que les enfants font, eh bien, ils prennent des mesures. Et je termine, je peux, oui, comme tout le monde. Je voudrais Je rajouter... vous autorise encore quelques Merci secondes. beaucoup, Eddy. Je voudrais rajouter que l'une des choses les plus importantes tout de même, ce serait déjà que les parents interdisent et récupèrent les téléphones portables avant que les enfants n'aillent se coucher. Ah oui, ça fait... Et il y Voilà a une beaucoup règle. de parents qui ne le font pas. Ouais. Donc, faut déjà, et il y a des enfants, et donc ça agit énormément sur le sommeil, etc. Il faudrait déjà commencer par là. Le Alors- texte est à l'étude là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, et les discussions voilà, vont se poursuivre. Soyez attentifs à une nouvelle vague ou Oui. vogue, c'est que les gosses s'échangent les téléphones portables. Oui. Vous croyez que le téléphone portable que votre gosse a, c'est celui que vous lui avez donné, c'est celui de son copain. Très bien. Donc, allez vérifier Il ça. faut vérifier. On poursuit avec, dans l'actualité, il y a un feuilleton errantille. Donc, on va... Triste Alors, ici- feuilleton. Triste feuilleton. On va faire le point dessus Dommage. parce que, comme vous le savez, cette compagnie connaît des difficultés à la fois financières, de gouvernance et judiciaire. Donc, faisons le point. Alors pour vous, ça a été très rapide, mais pour nous, on va dire que c'est une situation qui traîne et perdure, donc le temps nous paraît très long. Voilà, le temps nous paraît long et difficile. Aujourd'hui, on était au tribunal de commerce pour une cessation de paiement. Nous avons appris que la direction a demandé un redressement judiciaire. Et maintenant, nous sommes de nouveau dans l'attente jusqu'au 2 février pour savoir quel sera le délibéré des juges. Bien entendu, c'est pas la meilleure nouvelle qu'on aurait pu avoir, donc automatiquement, ça nous casse un peu, ça nous affaiblit. Mais dans la réalité, et étant toujours sur le terrain, nous les salariés, on s'y attendait déjà. On a même trouvé que ça a tardé. Et
une fois de plus, en fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. Hein. C'est toujours nos employeurs qui jouent avec les employés. Donc, c'est nous qui risquons de perdre nos emplois. C'est nous qui risquons de subir des dommages vis-à-vis de nos salaires. Et d'être dans cette attente aussi nous met dans un mal-être psychologique qui n'est pas évident. On peut dire que l'industrie aéronautique, entre guillemets, en tout cas du transport aérien dans la Caraïbe, ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien loin de ça. Parce que des faillites, des redressements judiciaires, des dépôts de bilan, des liquidations d'entreprises, ben, ça fait l'histoire, c'est l'actualité depuis des décennies, mais pas seulement des entreprises de nationalité française. Hein. Ça a été le cas, l'Aliat par exemple, etc., etc. Toute une série de compagnies caribéennes qui ont fait faillite. Bon, alors on va s'adresser à la spécialiste du redressement judiciaire. Non, je plaisante. Bon, en clair, déjà, on va expliquer, on va faire un peu de pédagogie dans cette émission. Déjà, les gens disent l'entreprise a été mise en redressement judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Francette ? Ben, ça veut dire simplement qu'elle ne peut pas faire face à ses charges et qu'elle ne rentre pas assez de recettes. Voilà. Pour en faire. Elle est en cessation de paiement. Cessation de paiement, elle ne peut pas payer ses charges, ses fournisseurs râlent. Et puis en plus, on est sur une activité aérienne avec énormément de contraintes. Parce que quand même, voilà, c'est... Pour faire décoller un avion en France, il y a un certain nombre de contraintes. Donc en plus, la direction de l'aviation civile avait déjà, il y a à peu près un mois, suspendu son autorisation de vol. Parce qu'il y avait, au niveau administratif, des choses qui n'allaient pas. Ouais. Moi là, je considère que c'est la fin de la comète. Enfin, voilà, c'est le... Ah non. Oui, ah non, mais il y a des salariés qui nous écoutent. Vous êtes en train de prononcer la fin là. Non. Ça, je ne savais pas dire. J'ai pas dit que Air Anti-Express est à la fin. Je dis qu'on est. Déjà, elle a changé de nom. Elle a changé le nom de la compagnie. Air Anti. New Air Anti. Il y a eu une explosion il y a 3 ans. Ouais. Et puis, on est dans la continuation de cette chose-là parce que de toute façon, ce n'était pas réglé. Un entrepreneur disparaît, enfin fait disparaître une compagnie sur c'était Air Antilles, Air Guyane. Là, vous parlez de M. Khoury. Voilà, et qui doit passer quand même sur le sujet devant les tribunaux. Et donc, cette personne vide une entreprise de sa substance. Ouais. Là, vous prenez des risques, Francette. Non, parce attendez. Que c'est pas tout à fait ça. Non, mais bon. Bon, vous résumez. Quand je dis je résume, il faut me laisser. En tout cas, il y avait une compagnie qui existait, qui avait eu un développement, qui a eu de l'argent public et qui se retrouvait du jour au lendemain en liquidation, après quelque chose que... Ils ont eu de l'argent public sur la Guyane, hein. Ils en ont eu beaucoup. Et, mais ce n'est pas ça le sujet. Ça a commencé là. La collectivité de Saint-Martin, dans sa mansuétude, a grande générosité, reprendre, parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait une compagnie en moins, ça pose problème. Mais il y avait d'autres compagnies. Bon, prend l'option de garder, enfin en tout cas de renflouer 20 millions, de renflouer cette compagnie. Et puis, mais qui gère ça ? C'est un métier. Il ne faut pas être dans l'émotion. On a gardé des salariés pendant longtemps alors que les avions ne volaient pas. Donc la trésorerie est partie. Et là, ça repart avec difficulté. Vu que, c'est pour ça que je dis, mais c'est chronique d'une... Bon, annoncé. Je ne veux pas dire ça, parce que si un investisseur se présente, parce qu'il y a un marché... parce qu'il y en a quelques-uns qui sont... Il y a un marché, mais là, l'entreprise a été plombée dès le départ, vu que quand on garde des salariés, qu'on n'ose pas mettre... Il n'y a pas d'activité, les avions ne volent pas. Alors donc c'est en ça que moi je me dis, ce qu'on vit là, c'est la suite de quelque chose qui a commencé il y a 3 ans. C'est pas surprenant. Vous pointez du doigt la gouvernance du passé, on va dire ça comme ça. Claude a une toute autre version, elle va la développer. Non, allez-y. Allez-y. Non. Elle est inquiète, là. Non, elle n'est pas inquiète. Non, pas du tout. Ah non, j'en ai 2, 3 à dire. Non, simplement, il y a eu ces chroniques
D'une chronique, difficulté d'une réelle. difficulté réelle et croissante. D'abord, la collectivité n'a évidemment pas les moyens. D'ailleurs, il a explosé tous les ratios possibles pour pouvoir investir, et c'est pour ça que le président est poursuivi, malheureusement. Il avait la volonté d'aider, il a tenté d'avoir d'autres investisseurs. Allons qu'il n'a rappeler pas quelque tout à chose fait qui eu. me semble très important, Oui. c'est que la collectivité de Saint-Martin Oui, toute seule. est sous le statut 74. de 74. Oui, Pour que les gens collectivité. comprennent bien, c'est-à-dire Oui. que lui, il a le pouvoir Il peut, voilà, avec son que assemblée. lui envie un certain nombre Certains. de nos élus, de pouvoir décider, d'engager très d'engager. Mais là, fortement. il a explosé. La Réunion Oui. n'est pas en 74 et pourtant soutient une compagnie Oui, Rafale, il y a- hein. non mais Donc, attendez, non, il y a mais soutenir, le et montant puis des là, fonds. c'est pas soutenir, Oui, là, c'est ils sont devenir l'actionnariat, propriétaire. propriétaire. 60%. Ça, c'est Exactement, différent. c'est très différent. Il y a d'abord cet aspect des choses. Est-ce qu'ils en avaient les moyens? Bien sûr que non. Ouais. Ensuite, il faut se rappeler quand même, mes Français qui voyagent dans la Caraïbe très souvent, en 2023, il y a eu une grève des pilotes au mois de juillet. Et à ce moment-là, les pilotes, ensuite, ils ont été, le personnel navigant a enchaîné, les hôtesses, etc. Ils demandaient une augmentation de salaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, C'était mais assez important. c'est de la gestion d'entreprise, quoi. Je voudrais Tout à fait. développer un petit peu, si tu permets. Et donc, alors que la compagnie allait déjà très mal, il y a un vrai problème. Je termine, un vrai problème de communication interne, même de communication avec les salariés. Parce que s'ils avaient au moins une vraie notion des véritables difficultés, on n'en serait peut-être pas là. Et on va clôturer ça. Je dirais juste qu'ils ont oublié leurs clients. Oui, je ne t'ai pas Je interrompu. voudrais juste dire ça. C'est important. Ouais. Et Non, donc- attends, question, oui. Claude. Ils, c'est qui? Si vous dites s'ils avaient conscience... Je parle des salariés. Des salariés. Je parle des salariés. Et Mais ils ne des sont pilotes pas- en particulier? Et des pilotes à ce moment-là. Ouais. Mais ils ne sont pas. Je ne veux pas dire qu'ils soient responsables de la situation actuelle et Mais vous qui se rappelez à présente. tout le monde Je que rappelle c'est eux quand qui ont même. commencé. Non, mais je veux dire qu'il y a toujours quelque part. Et c'est valable pour toutes les entreprises et pour tous les conflits sociaux et tous les conflits en général. Il y a toujours un problème de communication entre la gouvernance et les salariés. Je pointe cela. C'est ce que la syndicaliste elle disait. est en train de nous dire, Ouais. mais ça fait longtemps que ça dure. Au-delà de ça, on va aller plus loin. Donc, le président de la collectivité cherche des repreneurs potentiels. Il y en a, mais il y en a, et je vais vous faire sourire, il y a aussi des Asiatiques. Il va être content, Trump. Mais c'est drôle. Il y a aussi une. Vous avez vu qu'elle ne cite pas de nationalité. Non, hein. Quand elle dit des volontairement. Asiatiques, Des elle noie le Asiatiques. poisson. Qui sont déjà Il y a pas des mal Chinois, présents il y a dans la des Caraïbe. Chinois et évidemment trop de Chinois dans la Caraïbe. Ça va l'énerver. Qui seraient intéressés. Il y a également une compagnie française, voilà. Ouais, des Parisiens. Et Parisiens, et puis qui sont intéressés aussi par ce qu'on appelle les slots, les créneaux horaires, etc. Parce d'atterrissage. qu'il y a quand même du volume, C'est 21 pour ça, 000 c'est un marché, mais passagers. il faut que des professionnels Il y a du volume. s'occupent du sujet. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ce sont des businessmen. On va attendre un peu la liquidation. C'est clair, ils vont On pas va reprendre. pas reprendre. Et d'autant plus qu'il y a des charges très importantes pour finir. Les avions sont loués en Australie ou je ne sais pas où, extrêmement cher, c'est de la location qui coûte une fortune. Il y a des charges monstrueuses, donc on va un petit peu nettoyer tout ça. Et pour terminer, sur la Caraïbe et sur la Caraïbe française, n'oublions pas le montant de nos taxes d'aéroport qui sont hallucinants, le montant hallucinant. Donc tout ça, ce sont des mis bout à bout, c'est pas si évident, mais on verra. Vous savez pourquoi on invite ces chroniqueurs? C'est qu'ils font un boulot d'investigation terrible et je pense qu'on devrait monter une rédaction. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Emmanuel, Moi, j'en ai parce déjà que une. on est bien d'accord que ce que Claude vient de nous, comment on dit, révéler. Peu de gens l'avaient déjà. C'était déjà. Oh non, les Chinois, c'est une révélation. Emmanuel, est-ce que on ne devrait pas nationaliser tout ça? Parce que je vous provoque volontairement, parce que vous dites tout le temps, attendez, tout ce qui est public, c'est raté. Bon, là, c'est du privé, hein, depuis des années. Et puis une pompe Afrique considérable. Il y a des dizaines de millions d'euros d'argent public qui se sont évaporés, on va dire ça comme ça. Mais là, on sait que ça ne peut pas marcher. Non.
Le privé, Oui, c'est trop petit. Mais ça marchera encore beaucoup moins si vous nationalisez. Enfin, à Donc mon nous sens. avons fini Visa alors. Non, je crois qu'il y a quand même. Il faut regarder ce qui fonctionne dans ce marché. Il faut être lucide. Il faut regarder d'abord l'environnement. Bon, ça a déjà été évoqué. Les compagnies aériennes régionales opèrent dans un contexte qui est le contexte le plus cher du monde chez nous. Oui, c'est trop petit. C'est trop petit. L'inflation est structurellement bien plus importante, ce qui fait que les coûts de kérosène sont bien plus importants, que les coûts de maintenance sont bien plus importants que partout ailleurs. Et puis, vous avez des taxes aéroportuaires qui sont importantes. Vous avez une pression fiscale qui a explosé ces dernières années. La TSBA, la taxe de solidarité, a été multipliée par 3 en 2025, etc. Donc, vous avez un environnement de pression qui pèse sur cette activité qui est déjà contraignant. À cela, vous ajoutez le format SEM, Société d'économie mixte, privé-public, qui manifestement ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que contrairement à votre question, moi, je crois que ce sont des, et comme le dit d'ailleurs France 7, ce sont des activités qui demandent d'abord de l'expertise pointue, de l'agilité commerciale et de l'agilité technique, parce que pour pouvoir rebondir dans un environnement aussi complexe, il faut pouvoir passer des accords très vite avec des majors, il faut pouvoir rebondir, et le rythme imposé par le politique d'une collectivité, forcément, est en contradiction avec les nécessités de ces business. Donc moi, je pense qu'au contraire, il faut réussir à trouver des acteurs privés musclés, mais c'est pas facile, mais très clairement, la solution n'est certainement pas, au contraire, de renflouer par des fonds publics qui serait, à mon avis, de l'eau dans un panier percé. Alors, mon cher ami, est-ce que vous permettez que je rajoute une chose? Après, France 7, après, je Parce que c'est un élément qui explique avec que vous. ce n'est pas rentable. Christian, après, France 7, quelques secondes. Bon, moi j'ai eu le malheur et le bonheur en même temps d'être en responsabilité de la centrale syndicale CDMT au moment où il y avait Air Martinique. Avec la catastrophe que tout ça a représenté pendant quelques années. Des dizaines de millions de francs de perdus. Hein. Voilà, pendant quelques années. Et là, j'ai découvert à ce moment-là toutes les difficultés de ce métier-là. Et tu as raison de le dire. On n'improvise pas. Comme dans le tourisme, il y a des gens qui veulent créer un hôtel. Mais non, un hôtel, ce n'est pas une entreprise qui fabrique ou un garage, je crois. Il faut la ramification mondiale pour que ça marche. C'est compliqué. Bon, c'est compliqué, les tours opérateurs. Ça, c'est pareil. C'est compliqué. On ne peut pas s'improviser à gérer une compagnie aérienne. Les métiers qui sont à terre de la compagnie aérienne, c'est fantastique. Les pilotes, les avions, l'entretien, le coût des avions, les marchés, c'est compliqué. Donc, j'ai étudié le dossier, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais pourquoi nous, on échoue toujours? Et tu as apporté des éléments sur les fameux coûts dans notre contexte tout petit. Mais dans la Caraïbe, ça marche. Je vais vous donner. J'ai trouvé 6 compagnies aériennes qui volent tous les jours, avec certaines qui ont 80 vols par jour. D'accord ? Cap Air, qui est basé à Porto Rico, fait 80 vols par jour. La nouvelle Yacht 20, elle a 16 destinations. Elle est basée en Antigua. ICA, Intercarib Airways, il a 11 destinations quotidiennes. Il y a 6 compagnies qui volent partout. Moi, je serais responsable de Saint-Martin. Et je comprends le gars de Saint-Martin, parce que qui est à Saint-Martin et à Saint-Barth, il a besoin que ça fonctionne, ça. Ou de la Martinique. Je tirerais le bilan de ce qui s'est passé avec Air Martinique. Je dirais, ça ne peut pas marcher. Moi, public, je crée une compagnie aérienne avec quel moyen? Où est mon ossature? Où est mon expertise? Et en même temps, je ne peux pas donner ça à un privé dans la zone francophone. C'est trop petit. J'aurais cherché à rallier la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, public, collectivité, pour discuter. On veut développer nos pays, on ne peut pas le faire. Il y a 20 millions de personnes qui ont notre niveau de vie à peu près dans toute la grande Caraïbe. Si jamais on veut développer, on ne peut pas le faire sans la Caraïbe. Donc j'aurais réuni d'abord ce machin, ensuite pris des contacts avec les compagnies aériennes qui exercent, les 6 dont j'ai parlé là, et j'étudierais la manière de passer des deals avec ces gens-là, quitte à apporter des capitaux, quitte à faire un cahier des charges sérieusement, pour qu'il y ait une compagnie aérienne qui nous assure les destinations dont on a besoin pour arriver et pour repartir. Mais pas faire un nouveau Air Martinique, C'était sous-financé, cette affaire des Antilles. Nous sommes contraints par le temps, vous le savez. Je suis persuadé que cette suggestion ne va pas tomber dans l'oreille des sourds. 30 secondes. Ce qui explique
que c'est si peu rentable, c'est parce que le ciel de la Caraïbe n'est pas ouvert. C'est-à-dire que chaque fois qu'une compagnie survole la Martinique ou survole, etc., elle doit payer. Ce travail-là qui a été fait au niveau de l'Europe et qui fait qu'aujourd'hui le transport aérien soit aussi développé, n'a pas été fait. Et tant que ce ne sera pas fait, aucune compagnie de la zone ne viendra. Parce que si chaque fois, il faut pour passer sur l'île, hein, pas ça atterrir, hein, passer sur l'île, vous payez. On a compris. 20 secondes. 10 secondes. 10. Il ne faut pas oublier une chose. À un moment, ça fonctionnait très bien sur nos pays, nos îles. Il y avait du trafic de fret, du trafic de marchandises qui n'existe plus intra-caribéen. Et les compagnies que tu as citées font aussi du billing sur le trafic de fret, pas seulement passagers. Il ne faut pas oublier ça. Bon, on est devenu, ne serait-ce que pendant un quart d'heure, des spécialistes de l'aérien. Là, on va devenir des spécialistes du narcotrafic. Sujet. En mer des Caraïbes, une autre guerre se joue loin des regards. Une guerre silencieuse contre des trafiquants toujours plus organisés. En 2025, les forces armées aux Antilles ont frappé fort, très fort. De la Floride jusqu'au Brésil, la zone maritime Antilles couvre 138 000 km², soit 2 fois la Méditerranée. C'est l'une des principales autoroutes mondiales de la drogue. Chaque année, des tonnes de cocaïne et de cannabis y transitent, venus de Colombie, du Venezuela ou du Pérou, en route vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Pour surveiller cet espace colossal, plus de 1400 militaires en civil sont mobilisés. Frégates, patrouilleurs, hélicoptères, avions Falcon 50 et commandos marines se relaient jour et nuit. Ces moyens ont permis 10 interceptions majeures et la saisie de 35,7 tonnes de stupéfiants, dont 31,7 tonnes de cocaïne. Face aux forces armées, les trafiquants s'adaptent. Ils utilisent des vedettes rapides de type Go Fast, mais aussi des navires lents, cargo, bateaux de pêche ou voiliers capables de transporter plusieurs tonnes. Une course permanente entre vitesse, discrétion et capacité de surveillance. En 2025, les forces armées aux Antilles ont battu tous les records, mais derrière ces chiffres spectaculaires, une certitude demeure. Dans cette zone immense et stratégique, la guerre contre le narcotrafic est loin d'être terminée. On peut même dire qu'elle ne fait que commencer. Je rappelle quand même les chiffres. La production de 3 pays d'Amérique du Sud, donc la Bolivie, le Pérou et la Colombie, c'est 2000 tonnes de cocaïne. C'est clair que... Et la production a doublé, bien évidemment, et les prix ont chuté. Donc c'est un marché qui explose. Claude, oui. Ça sert à quoi tout ça? Parce qu'en réalité, le marché de la cocaïne, il explose, mais plus du tout sur les marchés traditionnels nord-américains. C'est plutôt tout ce qui touche on va dire, aux médicaments, appelons ça comme ça, de nouveaux produits extrêmement toxiques et extrêmement addictifs. Nous, on est un territoire de transit, oui. Mais globalement, on a l'impression que plus on en prend, plus il y en a qui arrivent sur les marchés. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'en 3 ans, ça a été multiplié par 3, les prises sur le territoire. Ouais. On était à 11 tonnes il y a 3 ans, 36. Est-ce que ce n'est pas lié à l'augmentation de la production, tout simplement? Il y a plusieurs facteurs. Je pense quand même, j'ai la naïveté, mais de croire, mais en même temps je le pense un peu, qu'il y a quand même un renforcement des contrôles qui fait que le volume des prises est beaucoup plus important. Quand même. Oui, d'abord, je veux dire, ça veut dire qu'avant, c'était un peu chatka baïbal. Ils faisaient déjà leur trafic. Il y avait certainement 30 tonnes. On en prenait 11, mais parce que c'était moins surveillé. Alors, donc, quelques petites recherches historiques. Le trafic de cocaïne en Martinique existe depuis les années 50.
Oui, Donc, oui. Mais là, on parle de volume, on parle d'une accroissance, enfin, un volume exponentiel. Alors, il y a quand même, il faut là-dessus quand même parler des forces de l'ordre, de l'OFAS, de tout ce qui se passe, voilà, de tous les moyens qui ont été mis en place par l'État, qui a l'air de quand même prendre un petit peu plus qu'avant, on va dire, le combat, même s'il faudrait 10 fois plus de moyens. Pour la Pointe-Borgnesse, bon, ils étaient tranquilles avant, il n'y avait rien, il ne se passe rien la nuit à la Pointe-Borgnesse. Je ne sais même pas si c'est éclairé. Et des plages comme ça, il y en a des tonnes. Oui. Enfin, tout le littoral du côté caribéen, du sud, voilà, enfin, la côte Caraïbe, parce que côte Atlantique, il y en a aussi, mais c'est un peu plus dangereux. Donc, c'est bien qu'ils se fassent prendre, mais cela dit, à se demander, quand c'est comme ça, on est devenu une plaque tournante quand même, quelque part. On l'a toujours été, mais... quand on va dans certains quartiers, on parle d'autres langues, et puis, de façon, on vous dit l'espagnol. C'est très vague, l'espagnol. On dit pagnol. On dit, voilà. Donc, il y a quand même des points de relais, ici. Et à se demander, c'est la haute voix, hein, à se demander s'il n'y a pas il y a forcément des complicités, et pour que l'État fasse vraiment son travail, il faut aussi qu'il ait des indices, des gens qui mettent sur des pistes, des informateurs, voilà, qui mettent sur des pistes. Je pense qu'il y a une augmentation du volume aussi des informateurs. Ils parlent, les informateurs parlent. Et c'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais c'est aussi la loi de, comment dirais-je, la manière de faire. C'est un deal, un marché. On dit tu m'aides, tu me donnes, mais je te protège. Ouais. Donc il y a aussi cet aspect des choses. Claude va nous raconter tout ce qui se passe dans les rangs de la police. Mais voilà, notre société, voilà, elle évolue, c'est pas terrible. Ce qu'il faut souhaiter, alors on nous a promis des radars, on nous a promis beaucoup de choses. Et ils sont déjà effectifs. Ils sont déjà effectifs, tout à fait. Il faudrait qu'il y en ait partout. Mais bon, mais on voit quand même que par les nuits les clairs de lune, au moins, aux nuits noires, comme en ce moment, il y a des grosses prises et tant mieux, il faut continuer. Très bien. Francette. La partie macroéconomique du trafic, du narcotrafic, est quand même fondamentale. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, mais il semblerait que ce que les Martiniquais, enfin l'économie martiniquaise retire de ce trafic soit considérable. On parle de 400 millions d'euros. Si on enlève 400 millions d'euros de l'économie martiniquaise, on est mal barré. C'est-à-dire que si en face, il n'y a pas une vision pour créer de l'activité légale, c'est certain que ces 400 millions vont rester et puis vont faire le bonheur de certains. Alors, c'est vrai que l'État... 400 millions, c'est le budget de la MENA. Hein. Enfin, oui, non, mais c'est... Alors, 400 millions, c'est considérable. C'est considérable. C'est pour donner un ordre de grandeur. C'est 2 fois le budget de la ville de Fort-de-France. Et donc, les banquiers commencent à se poser des questions. D'ailleurs, les banquiers ont des obligations. Enfin, il y a un certain nombre de professions qui ont des obligations par rapport à leur business et il y a très peu de remontées. Le préfet, d'ailleurs, a tapé du poing sur la table en disant, messieurs... Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, il y avait une espèce de way ou par way, quoi. Et donc là, ça devient Elle n'ose pas prononcer le mot qui tue. Blanchiment. Oui, non, mais c'est ça, très clairement. Les pizzas, les burgers, les barbers, de toute façon, s'il n'y a pas de machins, banquier, on est bien d'accord que s'il n'y a pas de banquier, il n'y a pas de compte en banque pour blanchir, on est d'accord? Oui. Donc? Oui, non, mais là, maintenant, il y a des contrôles plus soutenus. Ouais. Donc, il y a eu des rappels, comme tu viens de le dire. Ouais. Et puis, il y a nos ports. Et ça, c'est une bonne nouvelle, qui sont enfin en train de renforcer leur équipement. Avec les scanners mobiles. Non seulement il y a les scanners mobiles, ils sont en train d'acheter des drones. Ouais. Notre port ici, on sera équipé. Il y a ils vont renforcer les caméras de manière à ce qu'il n'y ait plus de zones d'ombre invisibles sur le port, etc. Ouais. Donc, ce qui veut dire, et les 3 ports, ce qui veut dire que, enfin, une problématique que l'État regardait avec, voilà. C'était pas son problème. Vu que c'était... Non, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, ça ne les concernait pas. Mais comme c'est arrivé sur le continent et qu'aujourd'hui, on constate que même dans les campagnes, on consomme de la cocaïne, on commence à dire, oh là, il y a des portes d'entrée, et effectivement, c'est nous. Mais là, ce que je veux dire par là, que c'est un problème. Tu parlais tout à l'heure
200 000 2000 tonnes. 2000 tonnes, non, moi j'ai des chiffres un peu plus importants. Ah bon? Donc, c'est encore pire. Oui, parce que on est dans c'est un tsunami, quoi. C'est quelque chose qui est en train d'augmenter. Une vague blanche. Et qui nous impacte tous, quelque part. Christian, j'ai envie de vous taquiner sur les conséquences sanitaires de tout ça. Ah non, mais là, c'est dramatique, en fait. Les conséquences... avant le sanitaire, il y a les meurtres, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à 40, je crois, au lieu de 24 l'année d'avant. Donc, c'est quand même, en termes de violence et puis de conséquences au quotidien sur la population qui consomme du cannabis, mais aussi de plus en plus fortement de la cocaïne et le crack. On voit les dégâts du crack, ils sont visibles dans toute la ville. C'est considérable. Donc, il y a fort heureusement, d'après ce que j'ai compris, un plan à la fois préfet et ARS sur cette affaire-là. Il y a des appels à projets qui sont faits pour que beaucoup d'associations commencent à se... Enfin, pas commencent, il y en a qui le font depuis longtemps, mais en fait de façon plus organisée, systématisent des actions de prévention, de présence dans les écoles, les lycées, les quartiers, etc. Et puis qu'il y ait des outils qui se mettent en place pour essayer de prévenir, mais aussi d'accompagner, et puis de désintoxiquer, etc. Mais si on laisse pénétrer une marchandise, j'ai vu les coûts, là, vous avez dit des coûts qui sont extraordinaires, mais une tonne, ça représente 50 millions, d'après ce que j'ai vu, puisque... il donne les chiffres sur la France et tout ça, et sur la Martinique. Je crois que notre part, d'après ce que j'ai vu, la fraction qui est consommée en France est de 70 tonnes. 70 tonnes. Donc 50% passe par nous. Tout à fait. Oui, c'est bien pour ça que c'est un vrai sujet. Ajouter, comme quantité de drogue qui passe par Martinique, c'est ajouté à celle que nous consommons. Oui. Si tu dis qui est relativement faible quand même. La cocaïne à Martinique, c'est relativement faible. C'est plutôt... Mais suffisant pour représenter 400 millions, tu dis. Oui. Oui, là, non, ça, c'est le pourcentage que nous prenons sur la drogue qui est exportée. Eh oui. Donc ça veut dire que... C'est les commissions. Ça veut dire que c'est terrible. Non, c'est terrible. Alors, il y a quand même une question. On a fait un peu le tour d'horizon, un tour d'horizon assez rapide, mais il y a quand même une question, c'est est-ce que, le mot a été prononcé par Claude, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une espèce de vaste hypocrisie, de complicité globale d'un certain nombre de Martiniquais? Parce que s'il n'y a pas de Martiniquais là, il n'y a pas de trafic. Hein. Oui, ce qu'il faut comprendre, et je pense que oui, vous avez raison, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lutte contre la drogue, il y a deux champs. Il y a le champ de la drogue qui est capturée en mer, donc c'est les 37 tonnes. C'est vraiment ces flux qui partent de l'Amérique du Sud pour aller vers l'Europe, les Amériques et la Caraïbe en partie seulement. Et puis vous avez le champ de ce qui se passe sur notre territoire. C'est quand même deux combats un petit peu différents. Donc il faut bien distinguer les choses parce que les 37 tonnes, ça concerne de l'interception en mer d'une bonne partie de la drogue qui ne nous était pas destinée. Il faut quand même le rappeler. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Martinique est devenue ce qu'on appelle une zone de rebond. C'est-à-dire que de plus en plus, des cargaisons arrivent massivement sur notre sol, c'est rééclaté pour être réexpédié par nos deux instruments que sont le port et l'aéroport. Et là, vous avez une population de Martiniquais, donc je réponds à votre question, qui manœuvre pour pouvoir faire ce travail de manutention, de reconditionnement, etc. De mise en plus le travail de mule, etc. Donc oui, la Martinique et des Martiniquais sont totalement complices de tout ça. Et ils sont rémunérés de deux manières. D'abord par les 400 millions d'euros que vous avez évoqués. Ça, c'est de l'argent. Mais également, ils sont payés en nature. Et la nature, c'est quoi? C'est des stocks, c'est une fraction de la drogue qui est remise à ces gens-là et qui réamorce un marché de consommation martiniquais. Local. Et moi, je ne serais pas surpris de constater, malheureusement, dans les jours à venir, dans les mois à venir, une augmentation exponentielle de la consommation. Et ça, c'est dramatique, parce que là, on touche réellement à nos structures de santé publique, à nos structures vitales, parce que le poison rentre aussi par cette voie-là et se diffuse. Surtout qu'à venir, la montée en puissance du nouveau trafic lié aux substances médicamenteuses
notamment la méthamphétamine, le fentanyl, etc. Et les armes. Très bien. Alors, le moment que vous attendez tous, c'est bien évidemment les plus et les moins. C'est parti et on commence par France 7. Eh bien oui, c'est un plus parce que comme je l'ai déjà annoncé, je ne parle que de choses positives. En tout cas qui nous emmènent quelque part. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, parce que je crois en ce type d'économie, va organiser le 3 février une conférence sur l'économie sociale et solidaire est-elle possible en Martinique. Ça se passera dans un endroit qui s'appelle le TOM. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est un acronyme. Mais en tout cas, je considère que ça mériterait que le plus grand nombre s'intéresse à ça. Rappelons quand même que l'économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, les mutuelles... Les mutuelles, voilà. C'est une économie qui, d'ailleurs, l'économie capitalistique fait tout pour faire disparaître cette économie. Alors, 20 000 emplois en Martinique et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, et il y a des banques qui sont des banques mutualistes, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc., la Caisse d'épargne, qui portent une autre manière de faire du business. Et je considère qu'il faut regarder ça parce qu'on est dans un moment de recomposition et de fracture. Donc, venez à cette conférence. Redonnez-nous la date. C'est le 3 février. Malheureusement, je n'ai pas noté le lieu, mais on vous dira ça de toute encore. Façon, on a une autre émission avant voilà, ça. Absolument. En tout cas, il faut s'intéresser à ça. Et ça peut être un avenir pour la Martinique. Emmanuel. Oui, un coup de cœur pour un médecin qui a marqué l'histoire de la Martinique, qui s'appelle Yves Catonnet, qui est un professeur, qui a été chirurgien orthopédique pendant 24 ans chez nous, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Grand médecin de la Martinique ». Et je trouve que ça, et qui revient présenter ce livre et qui cite donc 4 grands médecins. Il y a Hippolyte Morestin, qui est le médecin des gueules cassées, qui a inventé la chirurgie réparatrice. Après la guerre 14-18. Exactement. Il y a le médecin Raymond Garcin, qui est un neurologue dont les travaux ont rayonné dans le monde entier. Jude Turiaf, pneumologue, et Raymond Rakami, qui est aussi chirurgien orthopédiste, qui d'ailleurs a fait venir Yves Catonnet à Martinique. Donc voilà, je voulais le dire parce que je trouve que la Martinique regorge de talents dans tous les domaines, l'art, la culture, la poésie, la littérature, la médecine. Nous avons produit des grands médecins qui rayonnent dans le monde entier et c'est important de le comprendre à travers cet ouvrage qui sera présenté chez Tous Créoles le mercredi 4 février dans une soirée littéraire où vous pourrez échanger librement avec Yves Catonnet. On sent que le mois de février va être tendu. Hein. Le bouquin sera présenté également officiellement à l'habitation Clément, jeudi 29, ce jeudi-là, à 19h. Absolument. Bon, très bien. Claude. Alors moi, j'ai un moins, j'ai un petit plus. Alors, on va commencer par le plus, vite fait. Ouais. C'est quand même pour remercier, les féliciter, le Rotary Club de Shellshare, les membres qui ont organisé la Carnival Run à Shellshare, qui s'est très bien placé avec 1500 personnes, un public familial. Et c'était vraiment formidable. Et dire et prévenir le futur maire qu'il aura un sujet qui fait qu'il se sera nécessaire que cette Carnival Run revienne sur la plage de Mediana. Parce qu'il y a une dame qui a décidé, enfin qui a dit qu'elle a la ponte des tortues, mais la dame, elle s'occupe également de tournois de beach volley sur la plage de Mediana. Okay, donc on va régler ça. Donc on en conclut que le beach volley, les tortues, ça va, mais que le carnaval et les tortues, ça va pas. Alors bon, ça va pas, bien. non, faut pas nous prendre Message les pour enfants des des canards bons dieux, sauvages. pour des canards sauvages. Mon moins est le suivant. Vous savez, on a parlé du TCSP, du BHNS, on a dit que les salariés, ils sont mis en grève. Pourquoi vous riez d'avance ? Faites attention, Claude. Ils sont mis en grève, etc. Parce que, entre autres, non seulement les feux ne fonctionnent pas, et les feux ne fonctionnent pas parce qu'ils sont déréglés par, justement, le trafic de voitures diverses et variées, sauvages. Donc, on a dit voitures de gendarmerie, de police, les taxis, les bus scolaires et les voitures particulières. Là, on s'arrête parce qu'il y a un suspense et on repasse la parole à Claude et on dit, mais qui sont ces gens qui roulent dans les couloirs ? Et en fait, donc, il y a eu donc des contrôles de la police nationale, etc., dans différents points, monsieur, sur le côté, vous êtes qui ? Et on s'est rendu compte qu'une grande partie, une partie non négligeable des voitures particulières qui donc empruntent les voies du TCSP, du BHNS, appartiennent à qui ? Des agents de Martinique Transport.
Voilà. Voilà pourquoi Alors, cette émission donc- a plein de problèmes. Et qui disent, mais on travaille là. Donc Claude. la route là, c'est Taillot, c'est pas à nous. Stop. Donc on va arrêter la plaisanterie, Oui. on va arrêter Allons le donner carnaval. un chiffre précis. Allons donner On un va chiffre arrêter précis. le carnaval. Allons donner un chiffre précis. Quand Claude dit une grande partie, évidemment, elle évite de... Non. J'ai le droit de le dire? Parce que Non. moi, j'ai vérifié. Moi, je vais vérifier. 7 sur 10. Non, Pas mal. non. Bon, allez. Environ. Environ. Ça y est, j'ai déjà dit. Non, je voulais souligner Mais quand que Emmanuel est morte. mais- On vous avait prévenu. Le carnaval. Elle me demandait pourquoi je riais à l'avance. Alors moi, j'ai un plus Christian, on y va. un moins sur la même affaire et le même dossier qui est à la fois d'une certaine gravité pour nous, quoi, à Martinique. C'est la question du sang. Ouais. Le sang et les poches de sang en Martinique. Pour les Donc- transfusions sanguines, hein. Oui, Allons pas oui. tout mélanger. Pour les transfusions sanguines, bien sûr. Alors donc, je vais aller très vite. Le plus, je salue, et la Martinique doit saluer, le travail des équipes de l'EFS, Oui. l'Établissement français du sang, ces équipes vont partout. Elles font tout ce qu'elles peuvent. Elles font à peu près 300 collectes par an. Mais ces 300 collectes-là, et je suis tout de suite sur le moins, ça nous rapporte à peu près la moitié des besoins de la Martinique. C'est-à-dire que la consommation nécessaire, parce qu'il y a 9, à peu près, enfin, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste, mais 9 groupes sanguins, y compris des groupes extrêmement rares dont Ouais. on ne parle pas du tout, où il y a une personne pour 1 million d'habitants. Bon, un groupe comme ça sur 1 million. Donc, on a besoin absolument, on consomme absolument à peu près en moyenne 14 000 poches de sang par an. Nous collectons entre 6 000 et 7 000 par an. Donc il en manque 7 000. C'est-à-dire qu'il en manque 7 000. Et ces 7 000, nous les importons d'où? De la France métropolitaine. Ouais. C'est-à-dire que nous qui parlons d'autonomie alimentaire, Ça, nous devrions commencer après, je suis une par convaincue. parler d'autonomie du sang, des poches de sang. Par nous-mêmes, pour Et nous-mêmes. nous avons toute la capacité de réaliser ces sûr. 14 000. C'est parce que nous n'en prenons pas conscience, Bien sûr. parce que nous laissons faire par d'autres, et nous importons du sang d'ailleurs. Commençons par donner le sang Exactement. et par satisfaire nos propres besoins à ce niveau-là. Alors, Une petite on n'ira précision. pas plus loin. On n'ira pas plus loin parce que nous arrivons tout au bout. Et puis, J'ai l'adresse de l'endroit. alors, l'endroit, 124 Victor Sévère, le 3 Le tome. février, le tome, très bien. Alors, à Fort-de-France. 2 petits moins. Alors, comme vous savez, nous sommes les rois du business en Martinique. Alors, le nouveau truc, c'est encore dans le domaine agricole. Et ils vont encore dire que j'arrête pas. Une coopérative, des dirigeants de la coopérative qui récupèrent le porc, qui le sortent clandestinement et qui le vendent sur le bord de la route. C'est pas mal quand même. Bon, alors on va s'occuper de ça, évidemment. On va en parler. Ça Un sort nouveau du scandale du porc, de la viande de porc est sortie d'une coopérative et vendue par des dirigeants ou des ex-dirigeants clandestinement sur le bord de la route et l'argent est distribué. Bon, ça c'est pas le plus grave parce que ça existe. On vous avait dit qu'on allait faire notre enquête sur une entreprise. Cette entreprise est citée par une mission qui s'intéresse aux dérives sectaires. Alors moi, je n'invente rien, mais j'ai pris mon téléphone. Ça nous avait été signalé par Emmanuel et j'ai creusé. Et voilà ce qu'on a trouvé. La société s'appelle Greatness Academy et propose des programmes de formation au développement personnel. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Mivilude. Et la Mivilude, ce n'est pas des gens qui plaisantent, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, écoutez ça. Cette société propose des formations en développement personnel en France métropolitaine, aux Antilles et en République dominicaine pour devenir coach en guérison spirituelle et en dépassement de soi ou devenir un multi-entrepreneur riche et puissant qui rayonne sur le monde. Bon, rien de scandaleux. Par contre, des parents, des personnes qui sont passées par ces fameuses formations disent la chose suivante. Des interrogations ou des signalements émanant de parents ou conjoints de personnes ayant suivi ces formations évoquent un changement brutal de comportement
et divers dommages personnels. Des substances classées stupéfiantes seraient utilisées pour des expériences extrasensorielles. Des massages collectifs seraient pratiqués au cours desquels la nudité serait imposée avec des violences verbales et des humiliations. Les membres du groupe seraient parfois incités à effectuer des investissements pour l'installation d'entreprises. On va continuer notre enquête. Merci de votre participation. Merci. De votre courage. Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, non, Zotka, mettez beau bordel au pays. » Non, on fait notre boulot, on commente l'actualité et effectivement, on va un peu plus loin. Merci aux équipes et puis surtout, à la semaine prochaine. Au revoir.